Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 24e épisode de Kiss My Ace, spécial débrief de l'US Open 2024, où on va revenir sur cette quinzaine du dernier Grand Chelem de la saison, qui a sacré Sinner chez les messieurs, Sabalenka chez les dames, exactement le même duo avec lequel on a commencé l'année à Melbourne. Voilà, bien sûr, je ne serai pas seul. Avec moi, j'aurai Fernando. Comment ça va, Fernando? Ça va très bien, ça va très bien. C'est bizarre de se dire qu'il n'y a plus de Grand Chelem cette année, mais ça va très bien. Ok, et on sera accompagné d'Ali avec nous. Comment ça va? Bah écoute, ça va et même si, comme le disait Fernando, j'ai un peu une petite émotion à l'idée de me dire que bon bah là il va falloir attendre jusqu'à janvier pour le prochain Grand Chelem. Après voilà, on pourra dire tout ce qu'on voudra sur ce Grand Chelem en particulier, mais quand même il y a le petit pincement au cœur qui est là. Ouais, bah, comme à chaque année, début septembre, on n'a plus ces grands chelems sur 2 semaines en 5-7 qu'on aime tant, mais bon, on a encore quelques grands tournois à venir. Chez les hommes, il nous reste Shanghai, Paris-Bercy et le Masters. Et chez les filles, il y a encore un WTA 1000 à Pékin, à Diwan, et le Masters aussi à Riyad pour les filles et à Turin pour les hommes. Mais bon, ça c'est pour ce qui va se passer dans les prochains mois. On va revenir du coup avant tout sur cette quinzaine du US Open en parlant pour commencer des deux finales. On va commencer dans l'ordre chronologique, donc avec les dames, avec cette finale Sabalenka contre Pegula qui a vu Sabalenka s'imposer donc pour son troisième Grand Chelem en carrière, son deuxième de la saison après l'Open d'Australie, la numéro 2 mondiale qui continue d'asseoir sa domination sur dur, du moins. Ali, vas-y, je te lance tout de suite. Comment as-tu trouvé cette finale? Est-ce que pour toi, ça reste une victoire logique ou quand Pegula revient bien dans le deuxième set à 5-3, il me semble. Est-ce que tu as cru à son retour dans cette finale? Je pense que ça a été une finale tout en maîtrise pour Sabalenka. Il y a eu effectivement un petit trou d'air là comme tu le mentionnais, mais pour moi c'est une victoire logique. Je pense qu'on l'avait tous quasi tous pronostiqués. Elle a été plus réaliste quand il fallait, et puis on la sentait aussi plus expérimentée que Pegula à ce niveau-là. Bien sûr, Pegula sortait d'une très bonne saison sur dur, une belle tournée américaine vraiment, donc elle avait toute sa place en finale. Après, ça me paraît logique que contre une Sabalenka qui avait fait un quasi sans faute sur tout son parcours à l'US Open, que ça se conclut comme ça pour elle. Et voilà, je trouvais que Sabalenka était beaucoup plus sereine, qu'elle a su mettre le petit coup de plus, là où à un moment donné, Pegula a fait aussi un jeu de service assez terrible, hein, qui du coup l'a vraiment handicapée, alors qu'elle avait fait l'effort, elle avait fait le break qui était quasi impossible contre contre Sabalenka. Donc ça reste pour moi une victoire logique, tant au classement que aussi par l'expérience. Ouais, bah, de toute façon, quand on regarde le parcours de Sabalenka à New York, elle perd que un set sur la quinzaine au troisième tour contre Alexandrova, où elle est menée 1-7-0, 6-2, mais elle règle très vite l'affaire 6-1, 6-2, mais après, c'est que des victoires très convaincantes. Enfin, en quart, elle met 6-1, 6-2 avec Nguyen Zheng et vraiment, il n'y a rien à dire. Zheng n'a pas existé sur le match. Huitième, 6-2, 6-4 contre Martens, 6-3, 7-6 en demi contre Navarro qui a tenu sa première demi en Grand Chelem aussi. Et puis, finale, 7-5, 7-5. Et même si le score en 2-7 peut paraître serré, c'est vrai que Sabalenka a toujours mené, même si Pegula a fait plusieurs comebacks. C'est toujours la numéro 2 mondiale qui était devant. Euh, Fernando, qu'est-ce que tu as à dire sur cette finale aussi est-ce que pour toi aussi c'est une victoire logique ou pour toi en avant-match Pegula pouvait créer la surprise? Non, à part c'est toujours cette hypothèse du soutien du public à New York qui pourrait peut-être changer les choses. Jamais j'aurais été inquiété de la victoire de Sabalenka. Mais j'étais surpris globalement par le niveau de la finale. Récemment, elles avaient joué toutes les deux la finale des Cincinnati, où quand même
l'écart, ça se voyait, était vraiment beaucoup trop grand pour Pegula, c'était trop compliqué. Même si, comme d'habitude, elle offre toujours bataille, elle sait toujours être là, mais il manque quand même, il y a quand même une distance infranchissable presque entre les deux joueuses. Et là, je m'attendais à ce que Pegula fasse résistance, peut-être un peu plus que Navarro, qui avait quand même Mm. posé plutôt pas mal de résistance à Sabalenka. Mais là, je me suis trouvé devant l'un des plus beaux matchs, je trouve, du tournoi. Mm. On va parler après de la finale homme, mais en tout cas, c'était beaucoup plus intéressant que la finale homme, ce qui a pas toujours été le cas d'autres finales de Grand Chelem. Il faut se souvenir puisqu'on parle de Sabalenka, de sa victoire, sa finale en Australie, il n'y avait eu pas d'histoire Mm. du tout. Et là, j'ai trouvé Pegula très surprenante déjà dans son agressivité au retour, à la relance. Je pense que ça a vraiment beaucoup surpris Sabalenka. Et Pegula, à plusieurs moments du match, elle a réussi un petit peu à rentrer dans la tête des Sabalenka. On voyait qu'elle était un peu crispée, un peu imprécise, un peu précipitée parfois. Et donc, malgré tout, ça suffit pas. Et la fin du premier set était très claire et nette là-dessus. Elle a joué très bien. Sabalenka gagne. Et je me suis dit, le deuxième set, c'est bon. Pegula, elle va pas pouvoir résister. Elle se fait briquer très vite. 3-0. Je me suis dit, il y aura pas d'histoire. Et voilà que Pegula enchaîne 5 jeux qu'elle gagne à Sabalenka, où je trouve qu'elle joue tout simplement le meilleur tennis de sa carrière. J'ai jamais vu Pegula jouer aussi bien. Mm. Pour moi, c'est une joueuse très complète, très correcte, mais qui manque d'inventivité, de créativité. Et là, elle était enfin, sur un petit nuage, quoi. Et ça m'a beaucoup surpris. Après, malheureusement, ça n'a pas permis de voir une troisième manche, mais j'étais très content de cette finale. Je trouve que c'était un très beau Mm. match. Ouais, bah Je moi, te rejoins là-dessus. Oh, pardon, excuse-moi. non, 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 Mais juste mais- pour rejoindre ce que tu disais, je trouve qu'il y a quand même des moments où Pegula a été quand même hyper bien inspirée et comme tu dis, elle a réussi à, à jouer le tennis de sa vie, le tennis qu'il fallait peut-être pour battre Sabalenka. Ça suffit pas sur tout le match, mais il y a quand même eu des moments et je pense qu'elle pourra s'en inspirer pour la suite. Il y a quand même eu des moments où elle a réussi à hausser son niveau de jeu et aussi hausser le côté stratégique de son jeu, qui parfois peut paraître un petit peu, pas monotone, mais manquer d'amplitude. Là, il y a eu quelques jeux quand même où elle a vu la lumière. Ça n'a pas suffi parce que effectivement Sabalenka est un cran au-dessus, mais bon, je pense que à l'image du nouveau classement qu'elle va avoir à l'issue de cette Open, enfin de cette US Open, c'est vraiment ça fait très français de dire ça, mais encourageant pour la suite. C'est une défaite encourageante ouais, pour Pegula. Et bon, je mm. pense que voilà, il y a quand même des clés ou des clés dans son jeu qui sont débloquées. Oui, bah, là, du coup, avec cette victoire, Pegula monte à la troisième place mondiale derrière Sabalenka. Bon, il y a encore 2500 points d'écart, mais troisième place mondiale. En soi, elle prend la place de Gauff et Gauff prend sa place en sixième position. Parce que bah, Gauff, championne l'année dernière qui perd très tôt dans le tournoi, forcément, ça fait mal. Même si en soi, elle est encore très proche de Paulini en 5 et Rybakina en 4. Mais oui, là, je vous rejoins complètement. Très belle finale, de bien meilleur niveau que celle des hommes. Et ouais, un des matchs du tournoi, tout tableau confondu, en tout cas. J'ai passé un très bon moment devant. Et comme vous l'avez dit, au niveau suspense, alors certes, à 7-5, 3-0, je me suis dit, oh là là, ça va faire 6-1 ou 6-2 dans le deuxième et ça va vite être réglé. Et au final, 5-3. Et à 5-3, franchement, je me dis, allez, on part dans un troisième set et qu'est-ce qui peut se passer? Et je rejoins Fernando quand il dit que Pegula a joué le meilleur tennis de sa carrière. Je suis d'accord, parce que certes, elle avait gagné quelques WTA 1000, mais en Grand Chelem, à chaque fois, un peu comme Rublev chez les hommes, ça bloquait en quart. Elle a réussi à dépasser ce plafond de verre chez elle. Et en finale, en soi, il y a encore un petit écart avec Sabalenka, mais sur quelques séquences, c'était pas si loin. Et franchement, c'est que du bon pour la suite.
Et bon, même s'il peut encore se passer plein de choses avant l'Open d'Australie 2025, mais elle devra être mise dans la conversation, je pense, au moins dans les outsiders, même si Sabalenka sera encore favorite pour sa propre succession, Rybakina peut-être aussi. Euh, mais et en tout cas aussi pour la fin de saison, sur les deux Master 1000 qui restent et le Master, why not? Vraiment, ça peut le faire pour Pegula. Et pour revenir sur Sabalenka, même s'il y a quelques moments où elle se précipite et elle se laisse couler, enfin, elle se voit trop belle, dès qu'elle revient sur son chemin et qu'elle produit son tennis ultra puissant, ultra long, très proche des lignes et qu'elle fait des grosses premières à plus de 280 km/h, enfin, sur dur, elle est injouable. C'est trop précis, c'est trop puissant euh, chez les filles et ça fait trop le taf. Et sur dur, c'est actuellement la meilleure joueuse, je pense, du circuit. Et je me faisais une réflexion devant la finale, c'est de me dire, enfin, c'est incroyable comment en 2 ans, cette joueuse a vraiment plus du tout le même statut, parce qu'en 2022, c'était vraiment une machine à double faute où elle en faisait 20 par match, où elle pleurait sur le court, elle était perdue. Et en 2 ans, l'évolution, et voir qu'elle a maintenant trois grands chelems, elle a été numéro 1 mondiale pendant 2 semaines, l'année dernière, enfin 2 semaines ou un mois, je sais plus, mais pas un court laps de temps, mais quand même numéro 1 mondiale. C'est quelque chose que j'apprécie grandement. Bon, là, maintenant, elle est à 2000 points de Swiatek. Swiatek qui va avoir beaucoup de points à défendre à la fin de la saison. L'année dernière, elle gagne Pékin, elle gagne le Masters. Oui, Sabalenka, on retrouve pas une Swiatek dans le même état de forme, disons, un que peu, l'an dernier. Là, c'est vrai que la fin de saison, bon, on a l'impression on aura l'occasion peut-être d'en reparler, mais c'est vrai que pour Swiatek, la fin de saison, elle va peser lourd, comme tu dis. ouais, Mais juste pour revenir sur ce que tu mentionnais sur Sabalenka et sa transformation, je me souviens, on avait écrit un petit article sur Joe Blanc là-dessus, sur est-ce qu'en fin 2022, est-ce qu'elle va arriver à régler la machine, quoi, parce que c'est vraiment ce qui lui fait défaut. Bon, on a la réponse maintenant et c'est impressionnant quand même de se dire qu'elle a réussi à ce point à se poser les bonnes questions pour transformer son jeu et puis depuis, elle doute pas. Enfin, même s'il y a des setbacks, elle doute pas, elle avance vraiment avec une constance quand même, enfin pour ramasser les deux grands chelems, le premier et le dernier. Et on sait qu'elle a eu une année compliquée. Arriver à faire ça, ça reste quand même incroyablement solide. Donc bien sûr. Bah, là, chapeau, chapeau. depuis 2 ans, Sabalenka, c'est trois grands chelems, donc deux à l'Open d'Australie, un à l'US Open, deux WTA 1000, un à Madrid l'année dernière, Cincinnati cette année, et un 500 à Adélaïde en 2023. Et puis, si on rajoute à ça toutes ces finales qui a perdu contre Swiatek ou contre Rybakina, ça en fait beaucoup, et Gauff à l'US Open l'année dernière, ça fait quand même un sacré palmarès pour Sabalenka sur les 2 dernières années. Et le 2024 n'est pas fini. Enfin, sur le papier, vu sa forme et vu qu'on finit la saison sur dur, elle peut totalement se fixer comme dernier objectif sur 2024 de finir numéro 1 mondial. Elle en a les armes. Et puis, pour le début de 2025, alors, je sais pas si elle prévoit sur un aussi grand planning, mais en tout cas, sur le début de 2025, entre Melbourne, Indian Wells et Miami, elle peut, enfin là on va dire sur les 6 prochains mois encore, elle sera favorite partout où elle va passer et elle peut vraiment avoir un objectif de titre assez élevé. Euh, Je pensais pas, je pensais pas dire ça, mais vraiment, enfin, comme tu mentionnes la fin de la saison, je pensais pas dire que je suis beaucoup plus excitée à l'idée de la finale, enfin du WTA Finals à Riyad qu'à Acapulco l'an dernier. Bon, on sait que on garde un souvenir humide ouais. d'Acapulco l'an dernier, mais là, j'aurais jamais cru dire ça. Bon. Certes, pour d'autres raisons, je suis pas hyper enthousiaste à l'idée de la WTA finale à Riyad, mais c'est un autre sujet. Mais
là, pour le coup, quand je vois l'état de forme des joueuses et puis ce que propose Sabalenka et puis voilà les outsiders entre guillemets, est-ce qu'il y a des outsiders dans le top 8 féminin, pas vraiment. Mais là, vraiment, en fait, il me tarde presque novembre de voir ce que ça va donner sur dur. Parce que je pense qu'il va y avoir vraiment des matchs vraiment de grande qualité, des bonnes batailles. Si tout le monde n'est pas complètement rincé, ça peut être très, très intéressant, cette fin de Ouais, saison pour les femmes. ouais. Bah, là, pour le moment, Swiatek et Sabalenka sont qualifiés déjà pour le Masters en fin d'année. Swiatek, elle est depuis Roland. Et pour le moment, troisième Rybakina, quatrième Paulini, cinquième Pegula, sixième Gauff, septième Navarro et huitième Collins. Donc, on a cinq Américains. Putain, un, deux, trois, non, on a quatre Américaines quand même. Mais en soi, Zheng n'est pas très loin, Krejcikova non plus. Et d'ailleurs, pardon, Krejcikova, alors ça, elle n'est pas dans le top 8, mais comme elle a gagné un grand chelem cette saison, elle fait partie, enfin, elle fera partie des 8, parce que parce que la règle est qu'elle avait aussi permis à Djokovic d'être dans le Masters non, il y a 2 ans, pardon. Si vous êtes vainqueur de Grand Chelem et dans le top 15 à la race, enfin, vous pouvez avoir un billet pour le Master. Donc, Swiatek, Sabalenka, Krejcikova sont d'ores et déjà qualifiés pour le Master de fin d'année à Riyad. Et donc, du coup, les 5 autres, pour l'instant, qui suivent, c'est Rybakina, Paolini, Pegula, Gauff et Navarro. Mais Collins, Zheng, Ostapenko sont pas encore très loin de ce top 7, du coup. Quelle Voilà. saison pour Sabalenka quand on pense après sa victoire en Australie, cette période très compliquée avec la mort de son ancien compagnon, puis Roland Garros difficile, blessure à Wimbledon. Et il nous laisse quand même ce qui est peut-être pour moi le match de l'année, qui était la finale de Madrid avec Swiatek. Oui, oui, oui. Quand même elle perd, mais il arrive quand même à être à ce niveau-là sur terre battue. Et puis, elle fait preuve d'une maturité à l'intérieur des matchs, parce qu'effectivement, hier, enfin samedi, on aurait pu imaginer qu'elle commence à faire des doubles fautes. Et elle revient quand même, elle réussit à rester dans le jeu, à vider son esprit. Et à l'intérieur, on va dire, de sa carrière, de l'évolution globale de sa carrière, je trouve que c'est admirable. Elle a vraiment elle a les ingrédients du numéro 1 mondial, c'est sûr. C'est juste qu'il y a Swiatek face à elle, ce qui est Ouais. une rivalité magnifique, je trouve. Mm. Bah, Et sur cette saison, c'est vrai que c'est difficile en fait de voir un peu bon qui mérite entre guillemets plus son statut de numéro un. Parce que là, quand on regarde bon les résultats maintenant à l'instant T après les 4 grands chelems et qu'on regarde les saisons, qu'on commence à peser le pour et le contre, certes, voilà, Swiatek a eu des périodes de domination écrasante, mais enfin, la constance, la capacité à rebondir, c'est quand même, elle est quand même davantage du côté de Sabalenka. Donc voilà, on va. Là, c'est oui, Swiatek est numéro un mondial, mais bon. ouais. Bah, si on veut faire un comparatif très bref sur la saison, Sabalenka, c'est 2 grands chelems et un WTA 1000. Et Swiatek, c'est un grand chelem, 4 WTA 1000, donc à Doha, ouais, Indian Wells, Madrid et Rome. Et puis elle prend Roland et numéro 1 mondial sur toute la saison. Sabalenka, donc c'est un WTA 1000 et un grand chelem, et 2 grands chelems. Voilà, on va passer à côté homme. Enfin, sauf si j'avais d'autres choses à dire sur la finale. Mais sinon, on peut passer aux hommes. Oui, bon, juste un dernier mot. J'avoue que bon, je pense qu'on l'a dit, mais je pense que je me suis quand même plus éclatée à regarder le tableau féminin et l'US Open féminin que masculin. Ça, c'est Ah la bah, la bien petite sûr. pique gratuite. Ah, Voilà. Ouais, moi aussi. on en Moi aussi. reparlera à la fin, mais oui, oui, je suis totalement d'accord avec toi. Bon, justement, vu qu'on parle d'eux, on va fermer le chapitre finale dame pour ouvrir celui de la finale homme qui a
un peu plus suscité le débat et notamment sur la qualité de cette finale et du tournoi. Donc, Sinner a battu Fritz très facilement, donc 6-3, 6-4, 7-5. Mais on n'a jamais vraiment cru en une possible victoire de Fritz sur la finale. Il y a eu un micro moment de doute à la fin quand Fritz sert pour le set, pour le troisième set. Euh, mais sinon, Sinner a dominé l'ensemble de son tournoi. Il lâche un set contre McDonald le premier tour, il lâche un set contre Medvedev en quart. Mais sinon, Sinner, ça a un peu été une autoroute sur cette quinzaine. Euh, et pour revenir sur la finale, quel sentiment vous a laissé ce sac de Sinner? Je vais commencer avec toi, Fernando. Euh, voilà. D'une certaine frustration parce que je pense que si Fritz avait pu aller un peu plus loin dans la bagarre et tenir un peu plus face au rythme des Sinner qui a vraiment bien joué, je trouve, cette finale. Le match aurait pu avoir un peu plus d'émotion. Et là, c'était pile cette espèce de zone du milieu entre, bon, c'est un combat digne, mais un combat où bon, on voit très bien ça va se finir, comment ça va se finir. Donc, aucun suspense. Je pense que Sinner, déjà, le fait de commencer à briquer trois fois, alors que ils avaient, à la télé, ils ont montré un petit statistique du fait que Fritz avait gagné, je crois, plus de 90% de ses jeux au service. Premier set, bam, trois breaks Ouais, trois. des Sinner. Et donc là, tu te dis très vite que ça va être très compliqué. Et je pense que Sinner, qui pour moi n'a pas joué à un niveau extraordinaire de tout le tournoi, sauf peut-être contre Tommy Paul, il était là, présent à la finale. Et le joueur en face, bon, il a bien joué, mais je trouve que il a manqué parfois des consistances dans certains points. On voyait que il y a une partie mentale qu'il n'a pas réussi tout à fait à gérer, qu'il était un petit peu surpris. Je crois que lui, il était un peu confiant en ses possibilités, tout en sachant qu'il n'était pas le favori. Mais il a pas réussi parfois à trouver les clés pour ne serait-ce que, je sais pas, changer le rythme, rendre le match peut-être moins équilibré, mais plus surprenant. Ce que par exemple Medvedev avait fait, même si le match était un peu pénible, mais il y a eu des alternances, il a pu gagner un set assez facilement. Bon, il a tenté des choses, même si il a été aussi décevant à sa manière. Mais globalement, un peu, je dirais pas une finale à sens unique, mais une finale où on n'a jamais eu le sentiment, même avec les 104, quand ils servaient, on n'y croyait pas en fait. Moi personnellement, je ne croyais pas. Ouais, bah, c'est sûr, ça nous laisse un petit goût fade où on se dit, en fait, le match qu'on voyait venir à 30 bornes, bah, c'est exactement ce qui s'est passé, quoi. C'est vraiment Sinner 3-7-0 et sans grande concurrence. Mais je pense aussi que ça vient du fait que Fritz a un jeu assez connu et stéréotypé et que contre un joueur contre Sinner, bah, si Fritz joue simplement son jeu, il n'a pas les armes pour battre Sinner qui a son jeu en trois fois meilleur et en trois fois plus puissant, précis, parce que il y a quand même plein de frappes où Sinner il joue à 200 à l'heure et à 2 mm des lignes et puis ça passe. Donc pour Fritz, il fallait changer ou s'adapter, mais c'est juste que comme il le fait jamais, il n'a pas cette habitude-là. Et pour lui, en plus, pour sa première finale en Grand Chelem, c'est compliqué, je pense, d'avoir le courage et le mental et les capacités de vraiment changer. Je sais pas, d'un coup de faire du service volé ou plus d'amorti ou plus jouer bombé, slicer. Non, il est resté dans une cadence assez classique, tendue. Et ça, c'est un jeu qui ne gêne pas du tout Sinner. Et sauf si tu t'appelles Djoko ou Alcaraz ou Medvedev, à la limite Zverev, bah, c'est pas tenable pour le reste du circuit. Et donc, bah, il s'est fait manger. Et
on a juste eu ce petit frisson à 5-3, 5-4 et le jeu de service qu'il fait à 5-4 pour gagner le troisième set est pas top non plus. Il commet plusieurs fautes assez grossières. Euh, et donc, ça a permis de Sinner de se relancer, donc du coup de gagner 4 jeux de suite. Ali, pour toi, est-ce que tu nous rejoins sur cette fader ou est-ce que tu as un autre avis que ça, sur cette finale? Alors, je vais être un petit peu moins dure, dans le sens où, bon, je pensais vraiment que ça allait être un été américain entre guillemets, dans le sens où, voilà, ces joueurs de la génération United Cup, j'ai envie de dire, ont enfin tenu leurs promesses. À aucun moment je me disais que ce soit du côté femme ou du côté homme que ça allait aller jusqu'au au titre. Ça aurait été la belle histoire de l'été, mais bon. Je pensais pas que ça pouvait aller au bout. Donc ceci dit, j'ai envie d'être un petit peu plus tendre avec Fritz comme je peux l'être avec aussi Pegula, dans le sens où ils sont arrivés là où bon, j'ai pas envie de leur mettre de limite non plus, mais ils sont arrivés là où on pouvait espérer les attendre. Mm. Après, aller déboulonner un Sinner, d'ailleurs, c'était, même si ça avait été Alcaraz en face, bon, Djokovic, vous avez dit qu'il allait battre Djokovic, mais bon, Mais il n'est ça pas va arrivé jamais. jusque-là. Mais j'avais prédit quand même un Taylor Fritz en C'était finale, donc là-dessus, très beau. C'était très beau. je suis obligée de me satisfaire Bien sûr, bien sûr. son arrivée en finale, même si du coup, ça nous donne ouais une finale à sens unique, un peu fade, vraiment là où on se dit bon, c'était pas au moins, enfin bon, c'était pas une purge, mais parce que ça a été assez rapide, mais bon c'est pas mal. Enfin c'est là. À aucun moment je me suis dit que Fritz pouvait renverser Sinner. Et puis bon, voilà. Euh, il s'est réveillé un peu trop tard pour espérer emmener Sinner dans un quatrième set. En 5-7, je pense que ni l'un ni l'autre n'aurait tenu la cadence. Enfin bon, Sinner l'aurait emporté aussi, mais bon voilà, on aurait pu peut-être, est-ce qu'on aurait pu espérer un quatrième set? Je me suis posé la question. Parce que je me suis dit, s'ils vont jusqu'au quatrième, on va un petit peu s'embêter. Donc c'est pas plus mal que ça soit terminé comme ça s'est terminé. Et puis bon, pour moi, l'italien, bon, je pense que je l'ai déjà dit ou écrit, je ne sais plus, mais pour moi, Sinner, c'est Dexter Morgan, quoi. C'est le mec qui est sympa, voilà, ton voisin et tout, mais qui est capable de te découper, mais très Ouais, calmement, très ouais, c'est ça. cliniquement, mais genre tu le sens presque pas passer. Mais voilà, c'est plié en 3-7, c'est clean. Mm. Il y a rien à dire. Et puis voilà, il passe. Ça devait quand même être un tournoi un peu compliqué pour lui. Enfin, on s- compliqué pour lui à cause de voilà toutes les polémiques qu'il y a pu avoir autour de son printemps. Mais voilà, le type il fait abstraction ou pas. En tout cas, il donne l'impression de faire abstraction pour venir terminer ça Mm. tranquillement. Mais c'est vrai que sur le court, enfin, il y a que le jeu et le tennis qui comptent pour lui. Après, il me semble qu'en conférence de presse après son titre, il a avoué que cette histoire de dopage était encore dans sa tête, mais ça n'a pas vraiment gêné sur le court. Euh, Après cette histoire-là, ça va lui coller à la peau, je pense, encore plusieurs années, peut-être même sur tout le long de sa carrière. On verra bien, mais il a encore cette image-là de je sais pas, tricheur ou de dopé, même si ça a l'air d'être un garçon très sympathique, bien qu'un peu froid, timide. Euh, mais bon, cette histoire-là va encore rester un peu longtemps dans les mémoires. Et sinon, pour pour faire le parallèle qu'on avait fait avec les femmes sur la fin de la saison, donc évidemment avec deux grands chelems, Sinner est qualifié pour le Masters en fin d'année. Il y a Zverev et Alcaraz aussi qui sont sûrs d'aller à Turin en, en novembre. Et pour la suite, nous avons Medvedev en 4, Fritz grâce à sa finale en 5, Ruud en 6, Rublev en 7 et Deminor en 8. Donc, pour le moment, des joueurs comme Djokovic, comme Paul, comme Tsitsipas, comme Urkac,
comme Dimitrov ne sont pas encore sûrs d'être présents à Turin. Bon, après, entre Djokovic qui est 9e et De qui est 8, il y a vraiment moins de 100 points d'écart. Il doit y avoir 45 points d'écart, donc c'est rien du tout. Djoko a largement le temps de se refaire en Asie ou à Bercy euh, pour jouer le Masters, mais on est en septembre et Djokovic n'a pas encore sa place et dans sa Et- carrière, et- c'est quand même très rare qu'on soit aussi loin dans la saison et que Djokovic ne soit pas dans les 8 premiers mondiaux à la race. Euh, faut quand même le soulever. Euh, Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur cette finale ou on passe à la suite? Non, mais juste que par rapport à ce que disait Alice, c'était pas une purge, mais je pense qu'on n'était pas loin de la leçon de tennis de Sinner à Fritz, mais vraiment pas loin du tout. Enfin, suffisamment pour que ce soit digne du côté des Fritz. Mais qu'est-ce que c'est incroyable de voir jouer Sinner quand même, parce que euh, comment il tient le rythme, l'intensité dans les frappes, l'intelligence pour faire l'amorti, et encore, il pourrait faire plus. Euh, il y a des fois où c'était vraiment une leçon magistrale. Et le seul espoir qu'on aurait eu, effectivement, s'il avait passé à la quatrième manche, s'il avait réussi Fritz, c'est que il y a toujours cette statistique qui circule qui fait comprendre que Sinner s'en sort pas bien dans les matchs à très longue durée, qui dépassent les 3h30, 4 heures. Et donc, tu te dis, est-ce que peut-être, mais vraiment, il aurait fallu être très, très, très optimiste. Et voilà, donc il ne reste qu'à se régaler du jeu dessiné, hein, parce que Ah c'est ça bah, le plus merci, hein. important. Oui, et puis je reviens là-dessus sur c'est en fait c'est pour ça que je me disais ça aurait pu être oui, ça aurait pu être long à regarder parce qu'effectivement Sinner peut peiner sur des matchs un peu longs, mais Fritz aussi, souvenons-nous, se retourner à Wimbledon là Ouais. où il mène 2-7-0 et puis voilà, Contre contre Nadal, un contre le- obscur Rafa Nadal ouais, ouais, avec une hanche en moins, un pied en ouais, moins, je ne ouais. sais quoi. Sur le Voilà, donc dub. les deux là en difficulté, bon, certes, il y a que Draper qui a vomi sur le court, mais là, je craignais le pire. Ouais. Mais bon, heureusement, l'Italien a conclu cliniquement, froidement, c'est bien. Ok. Bon, maintenant qu'on a pu revenir sur les deux finales hommes et femmes, on va passer sur un point de vue un peu plus global avec nos top et flop de la quinzaine. Ali, vas-y, je te lance. On commence avec les tops, avec, ce qui nous a plu sur ce tournoi. Ça peut vraiment être un joueur, une joueuse, quelque chose hors cours. Vas-y, lâche-toi. Quels sont tes tops de la quinzaine? Je rappelle à toutes fins utiles que je me suis déjà lâchée avec les pronos. Donc je vais être un petit peu plus sage et bah, je le redis, hein, je pense que mon top, j'espérais avoir un nouveau top cette semaine, mais mon top c'est quand même le Tiafoe Shelton quoi. J'ai bien aimé, c'est le match pour moi du tournoi. Voilà, bon ça c'est ouais c'est côté homme. Après le top côté femme, c'est ouais, le sacre de Sabalenka, je suis vraiment c'est le top de ma semaine. Donc je suis vraiment contente pour elle. Voilà. Et les flops, oh là là, il y en a tellement. Ah, attends, Euh, juste oui, on va rester sur les tops de oui. chacun et on reviendra sur les flops. Tout à fait, pardon. Ça me laisse un Garde, peu le temps garde de réfléchir. ton venin pour plus tard. Fernando, tes tops de la quinzaine. Alors, comme on a dit que tout à l'heure, on a dit que c'était quand même un peu plus intéressant, vraiment, cette année, l'édition WTA, qui est l'ATP, qui est le côté masculin du tournoi. Mon top doit obligatoirement être Carolina Muchova, que je Bien pense sûr, est une des grandes raisons de ça. Je pense qu'elle fait énormément de bien au circuit, que c'est génial de l'avoir joué, que les matchs avec elle sont toujours intéressants. Et même si on n'a pas pu voir une finale, Sabalenka-Mokova, ça aurait. Bon, on se demande ce qui serait passé. Mais je ne m'attendais pas à la voir à ce niveau-là. Et ça nous rappelle qu'il existe parfois de grandes joueuses qui, suite à des problèmes physiques, on ne voit plus.
Et donc, il faut vraiment apprécier le niveau qu'elle a en ces moments. J'espère qu'elle va rester parce que là, c'était vraiment un régal de l'avoir joué. Ah bah, en plus, elle nous a sorti vraiment le point de ce tournoi dès le premier tour et le premier jour, il me semble, où elle récupère un match avec un coup dans le dos tout en sautant. C'était magnifique à voir. Enfin, c'est, je pense, le point de ce tournoi-là et le point, enfin, un des points de la saison, tout court. Parce que c'est vraiment déjà un coup dans le dos, on n'en voit pas à chaque tournoi, mais alors en plus, en récupération de ce match et en sautant, c'est encore d'un autre niveau et je te rejoins sur ce top-là. Mourova fait un lien fou au tennis dans son ensemble et surtout chez les femmes où c'est souvent des jeux très très à plat et en cadence. Elle fait tout l'inverse, un peu comme on pourrait faire une partie quand elle jouait avec beaucoup de slices, avec une volée magnifique et tout en variation. Et si son corps la laisse tranquille et qu'elle peut jouer toute une saison, elle va faire du mal et elle va forcément un moment gagner un ou plusieurs déjà double tamil, grand chelem. Et en plus, ce qui est fort, c'est qu'elle est forte sur toutes les surfaces. Et ça, c'est une grosse force qu'elle a. Et je pense que si encore la laisse tranquille, 2025, ça peut être euh, une des joueuses les plus titrées ou les plus performantes. De mon côté, alors j'avais aussi Mukova en top, mais du coup, je passais côté homme avec Jack Draper. Un peu comme Mukova, souvent blessé. Enfin, à chaque fois qu'il était sur le point de briser son plafond de verre, qui dans le top 20, 25, chaque fois son corps lui disait non. Et maintenant que tous ces problèmes physiques semblent être du passé, on l'a vu. Il est arrivé en demi-finale de Grand Chelem sans perdre un set avec des matchs vraiment très impressionnants. Moi, j'ai encore ce huitième contre Matchak, alors que Matchak avait fait une première semaine vraiment très 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 bonne. Il lui colle 6-3, 6-1, 6-2, mais vraiment sans aucune question, aucune pitié. Il l'a détruit littéralement. Et puis le voir mettre 3-7 contre Dominor, c'était pas rien non plus, parce que alors, certes, Dominor revenait de blessure, mais pour son premier tournoi depuis Wimbledon, il fait quand même un quart à l'US Open et vu son style de jeu, c'est un peu le style parfait pour contrer un frappeur comme Draper. Et non, il lui colle aussi 3-7. Alors, il y a eu ce deuxième set un peu serré, mais sinon, c'était très impressionnant. Bon, après, il perd contre Sinner dans des conditions de jeu un peu folles, où bah, il a même vomi plusieurs fois sur le court. Et en soi, dans les deux premiers sets, il est pas si loin. Enfin, il est en même temps très proche et très loin. Mais Draper a donc été un des seuls joueurs à remettre en cause la domination de Yannick Sinner. Et donc, franchement, Draper a fait un tournoi plein. Comme on le disait un peu plus tôt à la française, une défaite très encourageante. Euh, mais surtout plein d'espoir pour la suite parce que bah là, fin de saison sur dur. Alors, pour aller prendre un des deux derniers Master 1000, ça risque d'être dur parce que la concurrence est rude. Mais pour aller prendre quelques tournois en 250 ou en 500 en Asie ou en Europe, octobre, fin octobre, début novembre, Draper peut être un nom à surveiller en tout cas pour pour des tournois comme je sais pas à Shenzhou ou à oui, c'est à Bâle ou à Anvers. Ça peut le faire pour lui en tout cas. Voilà, donc vous avez nos Est-ce que trois. Vas-y, vas-y. est-ce que je peux vous poser deux petites questions amusantes sur nos défaites encourageantes? Vas-y, vas-y. Alors, je vous les pose. Est-ce que Jack Draper sera un jour top 10? Oui Oui, ou non? oui, ça oui. Oui, 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 oui. Ok. ça oui. Ça j'ai Et aucun doute. Sur, et je dirais, enfin parce que justement, il a cette capacité à bien jouer sur tout dur et le circuit est fait de telle sorte que quand même, il peut privilégier les joueurs qui se débrouillent bien sur dur. Donc je pense que ouais, il sera top 10. Oui, Peut-être pas très longtemps, mais il le sera, je oui, pense. oui. Top 10, enfin, si, sauf si son corps l'embête encore et que il a des blessures
sur toute sa carrière. Sauf ça, il sera top 10 un jour, c'est sûr. En tout cas, il a beaucoup de détermination parce qu'on aurait pu croire après cette fin polémique avec Félix Auger-Aliassime, ce qui a un peu nuit son image. Puis il a viré son coach, Ferreira, le Sud-Africain. Et ça prouve qu'il a la détermination pour sûrement franchir des étapes, faire des choix difficiles. Donc, ouais, peut-être que vous avez raison, ouais. Et la deuxième question sur les défaites encourageantes, est-ce que Pegula, le jour où elle prendra sa retraite, elle aura gagné un grand chelem? Ça, j'ai déjà plus de doutes. Ça, c'est une bonne question. Ouais, je pense qu'elle va finir par en avoir un, mais un cas où un grand chelem. Alors, je suis désolé de frapper sur lui, j'ai rien contre lui, mais un peu à la team, dans le sens où parcours entre guillemets un peu tronqué où toutes les meilleures ne sont pas là, soit blessées, soit surprises et éliminées très tôt. Et avec un tableau simple et des circonstances, elle se faufile et elle va et en battant en, au final une joueuse qui est classée entre la 15 et la 25e place. Mais je pense que elle, maintenant qu'elle a brisé ce plafond de verre d'écart et avec son jeu, elle va bien finir par en avoir un, mais je pense pas elle en aura un à la Sabalenka où elle domine tout et peu importe qui est là en face, elle gagne. Je pense pas. Mais quand même un petit grand chelem. Ouais, j'aurais dit, je pense que en fait, c'est pas tant une question de capacité, mais je pense qu'elle en est capable, mais que malheureusement, ça ne lui arrivera peut-être pas. Ça, faudrait que ça soit, faudrait qu'il y ait une combinaison de facteurs un peu trop importante pour que ça passe, mais je lui souhaite que ça passe. Ouais. Et toi, du coup, parce que Ah non, moi je tu nous pose as... des questions. Ah non, non, tu Non, poses les questions, donc tu n'y Il réponds se pas, mouille très bien. pas. Ok. non, je crois pas, malheureusement. Non, non Je plus. trouve que ça va être très difficile pour elle. Même si, enfin, la façon qu'elle a de progresser à 30 ans, je trouve ça extraordinaire, faut le dire. Mm. Je Ah croyais bah, pas qu'elle moi je trouve m'irait pas que un jour. plus le temps passe, mieux elle joue. Alors Mm. que elle vieillit, mais vraiment, ouais, elle vieillit très bien, tennistiquement parlant, en tout cas. Bon, maintenant qu'on a dit nos tops, on va passer au côté un peu fâcheux, à nos flops. On va garder le même ordre. Donc, Ali, vas-y. Dis-nous quel est ou quels sont tes flops de ce tournoi. Pour moi, il y a eu quelques petits flops. Bon, ça va faire un peu la grincheuse de service. J'aime pas trop finir sur une mauvaise note, mais un de mes flops quand même, bon, ça a été en première semaine, peut-être, même si elle s'en est excusée, l'attitude d'une joueuse vis-à-vis des De ramasseurs, enfin Poutine d'une Seva, ramasseuse peut-être. de balles, Poutine Seva. Voilà, je trouve que même si je peux comprendre que, et je sais que beaucoup de monde lui est tombé dessus, donc c'est un petit peu tiré sur l'ambulance, mais voilà, c'est aussi des officiels sur le cours, même si c'est des ramasseurs et des ramasseurs de balles, j'aurais des ramasseuses et des ramasseurs de balles. Je crois que des fois, il faut quand même se rappeler que bah, tout le monde est là pour la même histoire, la passion du tennis, la passion du sport. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage et que c'est pas forcément quelque chose qui peut passer sur un tweet ou sur une story Insta en se disant, ah, je suis vraiment désolé d'avoir fait ça. Je trouve que les ramasseurs et les ramasseuses de balles méritent mieux. Voilà, donc ça c'était un de mes petits flops. Petit flop arbitrage aussi, mais on en a déjà parlé. Voilà, mais bon, j'ai pas envie de trop tirer sur l'ambulance. C'était peut-être mon flop. Ouais, Alcaraz qui sort un peu tôt quand même. Oui, Ça, c'est l'autre flop. Voilà. c'est bien sûr, Ça merci. fait trois. C'est bon. Allez, je m'arrête. J'arrête de râler. Je ne râle plus. Ok. Fernando, à toi, vas-y. Tes Oui, flops. moi, mon flop, c'est Alcaraz parce que, en fait, mon flop, c'est l'édition masculine de cette année de l'US Open, qui, à part effectivement le Shelton Tiafoe, ne nous a pas laissé beaucoup de grands souvenirs. Et je trouve que, pourquoi c'est le gros flop Alcaraz? Parce que, c'est pas pour être chauvin,
envers mon compatriote, mais si Alcaraz était resté là un petit peu jusqu'à quart de finale, demi-finale, on aurait, je trouve qu'il ajoute une forme d'excitation souvent dans ses matchs ou dans la perspective des matchs à venir qui nous aurait tenu un petit peu. Et bon, pour ne pas parler de la possibilité d'avoir vu un Sinner à Alcaraz, qui est toujours très excitant à voir. Mais je pense que peut-être plus que celle de Djokovic, sa défaite a enlevé, on va dire, toute la caféine quoi, au café de l'US Open cette année. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Et puis moi, dans un sens, je pardonne un peu plus Joko parce que bah déjà il a tout gagné, il a tout prouvé. Et le simple fait qu'il soit là après tout ce qu'il a fait, surtout à post JO, c'est déjà très bien. Et alors que Alcaraz, bon, même s'il a déjà prouvé énormément de choses, il a encore toute sa carrière à faire et à perpétuer devant lui. Et donc voilà, et en plus perdre contre un joueur donc Van de Zandschulp qui était sur je sais plus 10 défaites de suite et qui a encore 4 mois à perdre en challenger contre des mecs qui sont 60e mondial, c'est très rude quand tu t'appelles Alcaraz de perdre contre ce type de joueur aussi tôt et aussi sèchement. Voilà. Donc je te rejoins. Est-ce que tu en as d'autres ou pas? Si, l'humidité, enfin les températures et l'humidité, je trouve qu'il y a eu des matchs où ça faisait presque de la peine à regarder, Hmm. tellement on sentait les joueuses et les joueurs en détresse. Et au sommet, effectivement, ce match Draper-Sinner, où ils étaient tous totalement euh, trempés et où Draper ne pouvait pas se retenir de vomir au milieu du cours et a dû ramasser son vomi avec sa serviette avec laquelle il s'est nettoyé après le visage. Rien n'allait dans cette Ouais, histoire. ouais, Et, ouais. et non, je trouve que c'était vraiment blague à part. Il y a eu quelques matchs où le plaisir de regarder du tennis, parfois, était très médiatisé par ces conditions que je trouvais vraiment pénibles. Bien sûr, bien sûr. C'est Bah, la faute à personne, mais ouais, bien sûr. Mais en tout début de quinzaine, on a aussi eu un Etcheverry Cerundolo où Etcheverry avait aussi craché tout son vomi sur le court. Mais oui, oui, ces conditions de jeu, bah, bien sûr, c'est pas la faute des organisateurs qu'il y a un temps comme ça. Mais par contre, eux, ils peuvent agir sur le fait de ne pas faire jouer dans ces conditions ou qu'à la fin de chaque set, il y ait des pauses fraîcheurs plus longues pour permettre aux joueurs et aux joueuses de me récupérer. Ils peuvent agir sur ça et ça n'a pas été fait. Et comme l'a dit Medvedev l'année dernière contre Rublev, il y a 2 ans, il y a et ça a été repris par plein d'autres personnes derrière. Ils n'arrêteront pas tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui va mourir sur le terrain. Et vu les proportions que ça prend, on se dit que cette phrase n'est pas forcément fausse, bien que dramatique. Euh, et donc oui, là aussi, je te rejoins. Vas-y. et j'avais un tout petit dernier flop que j'avais oublié, c'est le Zeng Vekic qui finit à 2h50 du matin. Enfin, c'est pas le seul grand Vas-y. chelem où on voit ça, mais pourquoi? Hmm. Pourquoi? Bah, C'est totalement après, absurde. sur la fin, tu peux pas grand-chose, mais c'est sur le début. C'est pourquoi tu fais commencer ce match Oui. si tard. D'accord, très bien. Alors, de mon côté, je pense d'un point de vue assez général aussi, bah, un des flops, c'est cette US Open là. On en parlait en off et de notre compte WhatsApp. Je pense vraiment que de mon vivant et de ce que j'ai pu voir, donc depuis, on va dire, plus de 15 ans, c'est peut-être le pire grand chelem que j'ai vu. Et je le dis, alors je dis peut-être à chaud, mais vraiment, j'ai aucun souvenir de grand chelem ou plus profond de moi-même. J'ai la flemme de mettre devant les matchs parce que ça ne m'intéresse pas ou ça me hype pas. Et alors que je suis fan depuis très très longtemps. Donc, bien sûr, je me suis mis parce que bah j'ai une conscience pro et que faut tout faire vivre. Mais j'aurais pas. Bah, si Jeu Blanc n'existe pas, franchement, je pense que j'aurais très peu suivi l'US Open. Et alors, je sais pas si c'est que de mon point de vue ou si c'est partagé, mais
j'ai l'impression que la surface a été moins rapide qu'avant. Enfin, je trouvais que les balles allaient moins vite. Donc, échange plus long, donc match un peu plus long et un peu comme à Indian Wells, ça fait que c'est pas très agréable à voir. Euh, mais en tout cas, c'est un ressenti que j'ai. Et oui, et chez les hommes, franchement, à part le Tiafoe Shelton, le Tiafoe Fritz et le Evans Kachanov, qui fait 5-7 et 5h10, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, deuxième plus long match de l'histoire de... Non, 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 c'est même premier. C'est le plus long Premier. de l'histoire de l'US Open. Ouais. Ouais, ça. Donc, plus de 5 heures dans un combat monumental. Enfin, franchement, à part ces trois matchs-là, et les surprises avec Djoko et Alcaraz, mais là, c'est plus des surprises que des grands matchs. Il y a, cette semaine 2024 chez les hommes n'aura rien, enfin, ne laissera aucun prestige ou pensée. Enfin, vraiment très, très bizarre. Et sinon, donc, je vais pas revenir sur Djoko et Alcaraz, parce que bon, on a déjà parlé. Et sinon, et très vite fait, parce que je veux pas non plus tirer sur le balance de mon côté aussi, mais l'état du tennis français est quand même assez catastrophique sur ce grand chelem parce que bah, la seule qui est passée au-delà du second tour, c'est Ponchlet par forfait. Mais elle, à la base, elle devait perdre contre Rybakina. Rybakina qui peut aussi être compté parmi les flops parce que être forfait un tournoi sur deux, c'est quand même bizarre. Euh, mais bon, bref. Mais on avait quand même de beaux espoirs en fils, en Moutet qui a déjà fait une deuxième semaine à l'US Open ou d'autres gars. Et tous, et les voir perdre au premier ou au deuxième tour, c'est quand même assez triste. Je trouve surtout que ils ont les capacités de mieux faire sur dur. C'est toujours triste de les voir perdre si tôt, surtout que dans les autres grands chelems, c'était un peu mieux. On a eu quand même plusieurs Français et Françaises en deuxième semaine. Mais bon, bref, on va pas refaire le film sur le tennis français. Il y a plein de choses à devoir gérer aussi. Donc, voilà pour mes flops de mon côté. Sur ce point, je voudrais juste rebondir une seconde, Auguste, sur le flop français. C'est vraiment dommage que Hugo Humbert Mm. traverse maintenant une période un peu difficile physiquement, parce que honnêtement, sinon, je pense qu'il aurait pu aller loin dans cette US Open. Ouais, bien sûr, mais ça fait partie du jeu. Et dans les faits, Humbert, il fait un premier trimestre de fou. Il va gagner Dubaï et puis Marseille. À Monte-Carlo, il fait un bon tournoi où il embête Ruud un peu, mais il perd à la fin, mais il se mesure au meilleur joueur sur terre battue. Mais après, enfin, là, tout son printemps-été, un peu d'une phase de creux très grave. Et on espère que sur la fin de la saison ou en 2025, il reviendra sur le devant de la scène. Mais ouais, c'est vrai que pour l'instant, Hugo, en ce moment, c'est pas top top. Voilà. Bon, sur ce, on va conclure ce podcast. On a fait le tour de cette quinzaine new-yorkaise. Maintenant, place à tournée asiatique en Chine pour commencer, puis ça ira un peu au Japon après pour le 502 Tokyo. Voilà, donc nous on se retrouve la semaine prochaine pour peut-être parler de ça aussi. L'actu n'est pas très très chaud au niveau match. On fera peut-être un hors série un peu plus enfin, hors tournoi. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Kiss My Ace. Et sur ce, prenez soin de vous et bonne journée, soirée à tout le monde. Au revoir tout le monde.